Ouais, on peut faire ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinar. Il est 15 heures, donc par respect pour vous tous qui êtes à l'heure, on va commencer. Bienvenue dans ce webinar autour du vrac numérique et bien entendu surtout sur la façon de ranger et d'organiser ce vrac. Ce webinar va durer 30-40 minutes avec une large place à l'interactivité. Donc vous verrez, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que vous êtes assez habitué avec Webikeo. Vous le savez, dans cet environnement, les micros ne peuvent pas être ouverts. Donc on surveillera le chat. On va essayer de répondre à vos différentes questions en live si on le peut. Si jamais on en rate certaines, il y aura de toute façon une session à la fin. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez juste me faire un tout petit message pour me confirmer que vous avez bien le son et l'image? Super, merci beaucoup. Donc, j'ai une petite confirmation. Je vais donc continuer. Très rapidement, je vous présente l'agenda. On va faire une partie introduction pour nous mettre en jambe sur ce sujet. Mais surtout, on va se concentrer sur la définition du vrac numérique. C'est un terme qui est extrêmement utilisé aujourd'hui. On va vraiment définir de quel type de vrac on parle, de quel type de document. Et puis, et pour moi, c'est le plus important, on parlera bien sûr des cas d'usage et des méthodologies pour pouvoir eh bien, on va dire, lutter contre ce vrac numérique. Très rapidement, pour se présenter, vous voyez que vous avez deux interlocuteurs aujourd'hui. Il s'agit en effet d'un webinaire qui va être co-animé. Donc, je m'appelle Benjamin Clos, je suis le directeur marketing et communication de Kyocera Document Solutions. Kyocera, nous sommes à la fois un fabricant de matériel d'impression et d'acquisition, mais également un éditeur de logiciels plutôt autour de la capture de documents. Justement, je te passe la parole, Noéline, puisque tu vas faire le lien avec l'après-capture, j'ai envie de dire. Bonjour à tous. Donc moi, comme l'a dit Benjamin, je m'appelle Nordi Lamriri. Chez Everteam, j'ai en charge la partie solutions et expertise. Everteam, on est éditeur de logiciels de gestion documentaire et notamment de solutions qui permettent d'analyser et de traiter des vracs numériques. D'où ma présence sur ce webinaire pour pouvoir vous parler de ce sujet-là en particulier et particulièrement autour des technologies qui permettent de traiter les vracs numériques. Donc, nos deux sociétés se sont rapprochées il y a plusieurs mois déjà avec cette complémentarité, pouvant couvrir un spectre large allant de la capture du document jusqu'à son traitement et son archivage. Je vais tout de suite passer au concret. Donc, quelques constats pour commencer à propos du vrac numérique. Et puis, ça va peut-être vous donner aussi des informations, des billes, des données à pouvoir utiliser en interne pour sensibiliser vos collaborateurs ou vos collègues. Une première information qui vient de Cerda. Cerda, c'est un groupe, vous le connaissez certainement, de consulting, de formation, l'éditeur aussi de la revue Archimag, qui tous les ans va mettre en place un baromètre sur la gestion du document. Le dernier en date de l'année 2019 et à la question quels sont aujourd'hui pour vous les défis les plus importants pour la gestion de vos documents, plus particulièrement sur ce vrac numérique. Vous voyez que 72% des répondants ont répondu qu'aujourd'hui, la problématique principale, c'est un volume croissant d'informations et de documents à gérer. Ça, c'est vraiment la définition presque, ou en tout cas la problématique du vrac, des documents de plus en plus nombreux à rechercher, de par notamment, vous le voyez un petit peu en vert, en 41%, de par l'éparpillement des solutions de gestion de documents. Aujourd'hui, vous le verrez un peu plus tard, le document, l'information, le savoir est partagé dans de nombreuses sources. Il en résulte pour beaucoup de répondants une perte de temps justement liée à cette recherche d'information. Quelque part, le problème, ce n'est pas tant de savoir si l'information elle existe ou si elle n'existe pas, c'est de la retrouver. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui résonne dans beaucoup de structures, d'ailleurs, qu'elles soient des structures publiques ou des structures privées. Une autre information un petit peu quantitative qui nous vient ce coup-ci de l'autre côté de l'Atlantique, qui nous vient des États-Unis avec l'AIAM, qui est une association internationale sur l'information et la gestion de l'information. Pareil, sur ce baromètre qui date de 2018, on a interrogé un certain nombre de sociétés pour leur demander comment estimez-vous la proportion d'informations redondantes, inutiles ou obsolètes. Vous voyez que pour la partie gauche, 24% des sondés ont dit « moi, j'ai moins de 20% d'informations que je considère obsolètes, inutiles ou redondantes ». Plus important, on voit que sur la partie droite, 29 plus 6, en gros, j'ai un tiers des répondants pour qui plus de 50%, vous voyez, 41 à 75 ou 76 et plus, on va dire plus de 50% de leur information est redondante
inutiles ou obsolètes. Donc ça veut dire quand même que pour beaucoup, on a cette notion, cette vision qu'en effet, l'information, elle peut être mal classée ou en tout cas mal utilisée. Toujours sur cette étude, une fois qu'on a pris conscience que l'information peut être inutile, redondante, comment est-ce qu'on va essayer de lutter contre cette information? Le plus souvent, c'est on va éliminer les données qui ne sont pas nécessaires. Ça semble logique, c'est un peu comme dans votre chambre, hein. Je vais reprendre cette image, on parle de vrac. Une fois que j'ai identifié les documents rangés, il va falloir que je le fasse. La question qui est intéressante ici, c'était de dire dans quelle mesure ce processus de nettoyage de l'information dite redondante ou inutile est automatisé. Vous voyez que seuls aujourd'hui 17% des répondants vont nous répondre oui, ce processus de nettoyage du vrac, il est 100% automatisé. 21% vont nous dire il est partiellement automatisé. Et la plus grosse partie des répondants vont dire bah, c'est un processus manuel. À tel point que finalement, on a quand même 12% des répondants aux États-Unis. Je crois que tu voulais faire peut-être une note là-dessus. On a 12% des répondants qui disent mais moi, en fait, je garde tout. Soit parce que finalement, le risque, ou en tout cas le risque perçu de perdre une information est trop important, soit parce que tout simplement, je n'ai pas les moyens, le temps, la méthodologie et les outils pour pouvoir traiter et éliminer cette information. Alors, on va essayer d'être un peu interactif. C'est vrai que le format Webikio nous permet peu d'avoir de feedback à part le chat. Donc, je vous propose justement un sondage. Il y en aura plusieurs dans cette session pour voir si on se retrouve dans ces données. Le premier sondage que je vais vous ouvrir, je vous pose la question. Pour répondre aux problèmes modernes de l'information, nous devons revoir notre gestion de l'information. Êtes-vous complètement en désaccord, complètement en accord, etc. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage et puis on verra si ça colle derrière justement avec les informations qui nous viennent de l'AIMM. Alors je vois que ça commence. Allez, on va se donner une dizaine de secondes. Ah, c'était un petit peu équilibré. Il y a un vote qui vient de refaire basculer. Je vais vous partager les résultats. Globalement, vous voyez que, hop, partagé, on est à 53% d'entre vous qui me disent ouais, je suis plutôt d'accord aujourd'hui pour répondre à nos besoins modernes, il faut qu'on revoie notre gestion de l'information. Vous êtes 47% à nous dire je suis complètement d'accord. Donc, quelque part, ça nous rassure. Il n'y en a aucun aujourd'hui qui nous dit bah non, on n'a pas besoin de revoir. Si on se repenche sur ce sondage de l'AIM, on est quelque part en phase. Vous voyez que sur ce sondage de l'AIM, on avait 80% des répondants qui nous disent oui, on a des défis au quotidien à relever et forcément, ça passera par cette gestion de l'information. Ça passera par aussi le rangement des vracs. Noureddin, je te donne la parole justement pour que tu puisses nous présenter exactement, quand on parle de vrac, de quoi parle-t-on et quels vont être les moyens justement de traiter, d'éliminer, d'organiser ces documents. Très bien, merci Benjamin. Donc on va continuer en parlant des vracs numériques. Alors les vracs numériques, c'est une formulation qui est de plus en plus à la mode, qu'on entend circuler un petit peu partout, qui est quand même relativement franco-française, qui marche assez fort finalement, qu'on entend souvent plutôt secteur public, parapublic, qui s'est vraiment approprié ce sujet de la réappropriation finalement des vracs numériques, principalement dans les disques réseaux partagés, pour essayer de comprendre ce que l'on a besoin de protéger, ce qu'on n'a plus besoin de conserver. Donc, quelque part, dans un écosystème informatique parfois hétérogène ou parfois historique, d'essayer de plonger finalement dans ces données pour essayer de comprendre ce que l'on a. Pour définir ce qui est les vracs numériques, il y a des définitions, il y en a partout. Il y a une définition, enfin il y a un article, moi j'aime beaucoup concernant les vracs numériques. Alors c'est une erreur de ma part, j'ai oublié de citer la source. Alors j'espère que Marianne Chaban m'en voudra pas, mais je vais la citer. C'est un article de mai 2016 sur les vracs numériques, réflexion sur les vracs numériques de Marianne Chaban, qui fait un état des lieux en fait sur les vracs numériques que je trouve intéressant. Donc, si vous allez sur mariannechabin.fr, vous pouvez retrouver cet article et le lire dans son ensemble. J'ai repris ici juste un passage. Dans l'environnement numérique,
le vrac désigne le plus souvent le fait d'avoir amoncelé au petit bonheur la chance, ou à côté de l'arborescence capricieuse d'un serveur quelconque, quelques centaines, milliers, dizaines de milliers de fichiers numériques, parfois des millions, hein, je vais le rajouter, de toute provenance, de toute valeur et de tout format de données. Donc, si on devait définir, je dirais, de manière finalement assez générique ce qui est un vrac numérique, on pourrait le qualifier ainsi. Ça n'est pas lié forcément au disque réseau partagé, hein, ce qu'on a tendance toujours à associer. Un vrac numérique, ça peut tout à fait être dans un SharePoint. Ça peut tout à fait être dans votre messagerie. Ça peut être parfois même dans une application. Dès lors qu'on est dans un environnement numérique où on amoncelle au petit bonheur la chance, ou qu'on essaye de respecter un certain nombre de règles, mais l'histoire fait qu'il a été difficile de les suivre de manière stricte, les documents qui sont stockés dans des serveurs, avec une temporalité forte, des pratiques qui varient, on se retrouve finalement dans une situation où vont cohabiter dans la même arborescence des documents de valeurs diverses, qui jusqu'à présent finalement posaient pas particulièrement de problème parce qu'on la culture de manière générale dans les entreprises françaises et dans les institutions françaises était plutôt de garder l'information au cas où il arriverait quelque chose. On pouvait nous reprocher de ne pas avoir l'information, mais on nous reprochait rarement, voire quasiment jamais, de l'avoir gardé trop longtemps. Voilà. Cette règle-là, qui a conduit finalement à la constitution des vracs numériques, aujourd'hui c'est une règle qui devient impossible et qui impose à la plupart des entreprises et des institutions de changer en termes de pratique et de manière d'aborder ces vracs. Une analyse ici qui a été faite par le Gartner, donc c'est l'analyse du Gartner sur un article spécifiquement dédié à l'analyse des documents. Alors, il ne parle pas forcément de vrac numérique parce que dans le milieu anglo-saxon, on abordera ces espaces de documents non contrôlés avec des formulations diverses, différentes en tout cas. On parlera par exemple de dark data, sans que ce soit exactement la définition des vracs numériques, mais il y a quelques recouvrements. Mais cette analyse du Gartner est intéressante parce qu'elle tente d'identifier finalement pour quelles raisons les entreprises doivent se réapproprier les vracs numériques. Pourquoi elles doivent impérativement changer de mode de fonctionnement et arrêter l'accumulation d'informations infinies finalement avec des pratiques où on facilite la vie aux utilisateurs finaux qui peuvent déposer les documents simplement, sans saisir aucune métadonnée, sans forcément avoir de règles imposées sur les modalités de classement, simplement en posant les documents entre guillemets, de la manière la plus simple possible. La première, c'est pour des raisons de conformité. Donc, compliance, et c'est un besoin. Donc, need, en anglais, c'est un besoin. Quand une entreprise est soumise au RGPD, elle n'a pas le choix. Elle doit être conforme et c'est une exigence. Elle doit le faire. Et la plupart des entreprises, en fonction de leur domaine d'activité, du pays dans lequel elles se déploient, des diverses réglementations ou normes qu'elle essaye de suivre, va se retrouver dans une situation à l'heure actuelle où on va lui demander de s'aligner avec un certain nombre de réglementations, notamment la nécessité de mieux gérer l'information inconnue ou mal classée, de comprendre un peu, de mieux gouverner l'information qu'elle possède. La deuxième, c'est la gestion des risques. Il faut savoir qu'il y a une étude de Numeum sur 2022 qui indique que entre 40 et 45% des entreprises de cybersécurité en 2022 connaîtront une croissance à 2 chiffres. Donc on va rentrer dans une ère où la gestion du risque, les craintes en termes de sécurité pour les entreprises vont devenir majeures. Et la meilleure manière finalement de se protéger d'un risque autour d'un document, c'est par conception, je dirais de manière consubstantielle au niveau de l'organisation de son entreprise, de gérer le cycle de vie de l'information par définition, de manière tout à fait naturelle et native. Donc on ne garde l'information que le temps nécessaire et on la supprime le moment venu. C'est la meilleure manière de se protéger du risque de fuite d'informations. On a moins de risque qu'on nous vole une information qu'on n'avait plus besoin de garder mais qui était à risque pour l'entreprise. Et donc la base même de la gestion du risque, c'est d'avoir une vision très fine de la manière dont on gère l'information. Donc ça, c'est une crainte de l'entreprise. Cette crainte, il faut être capable d'y répondre. Il y a des obligations aussi, il y a des objectifs d'efficacité. Quand vous accumulez l'information dans un monde aujourd'hui où les études tendent à dire qu'il y a un accroissement exponentiel
de l'information qui va arriver dans la majorité des entreprises. Le CR2PA qui parle depuis déjà de nombreuses années du tsunami numérique, ou des acteurs comme IDC ou le Gartner qui proposent des courbes avec accroissement exponentiel des volumes de documents sur les 10 prochaines années. L'obligation d'efficacité, elle devient évidente. Vous retrouvez beaucoup plus facilement les documents qui vous intéressent si vous les recherchez dans un lot réduit, adapté, qui ne contient que les documents a priori utiles pour vous. Si vous êtes perdu dans un amas de contenu qui mélange des documents extrêmement anciens, des documents inutiles, des documents éventuellement publicitaires, et que vous cherchez dedans un document qui est extrêmement important pour vous, évidemment, ça va être plus long, ça va être plus dur. Donc, c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce que l'entreprise devrait s'imposer, c'est cette recherche permanente d'efficacité. Et enfin, c'est la nécessité de valeur, c'est un peu l'espoir des entreprises. La valeur, c'est l'espérance de pouvoir améliorer le chiffre d'affaires de la société par la capacité de dégager des tendances, des informations qui vont aider à la décision. Ce que les Nord-Américains vont appeler des insights, c'est vraiment des visions, des orientations, des informations à valeur qui ressortent finalement de l'information vrac que l'on conserve. Donc entre la conformité, le risque, la nécessité d'efficacité et de rentabilité, parce qu'il y a aussi la problématique de la réduction du stockage et de l'économie mécanique que l'on fait autour de ce stockage, l'espérance de générer de la valeur et d'augmenter sa compétitivité et donc son chiffre d'affaires, tous ces éléments-là tendent aujourd'hui ces entreprises à se dire que effectivement, étudier, gouverner les vracs numériques, ça a un véritable sens et c'est même devenu, pour la plupart, une nécessité. Alors, c'est quoi les principaux cas d'usage avec les vracs numériques? Effectivement, comme je l'ai dit en introduction, les vracs numériques, pour la plupart, il y a une belle dynamique aujourd'hui, de manière générale, au niveau du secteur public. Il y a des outils qui existent aussi. On pourrait en citer Octave, Archifiltre, Resip, qui sont des outils mis en place pour faciliter le traitement des vracs numériques. C'est des outils qui ont une certaine philosophie, qui permettent de répondre à certains cas d'usage. Néanmoins, il est important de noter, et c'est pour ça qu'il est important pour nous de communiquer aussi autour du sujet des vracs numériques. Traiter un vrac numérique, c'est un panel de cas d'usage qui dépasse très largement simplement le reclassement et l'assainissement des vracs. Il y a également beaucoup d'autres problématiques qui sont liées à la gestion des vracs numériques. On va essayer d'en faire un panel exhaustif, il n'y a peut-être pas tous les cas, mais ça permet déjà d'étendre un peu la perception générale qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché autour de technologies de traitement des vracs numériques. Il y a 5 grands cas d'usage qu'on identifie. Le premier cas d'usage le plus évident, c'est la recherche. Ça paraît évident, mais c'est loin d'être une mince affaire. Quand vous avez beaucoup de documents qui sont stockés, par exemple, dans un disque réseau partagé, et que vous travaillez dans un service juridique, dans un service achat, par exemple, et qu'on vous sollicite plusieurs fois dans la journée pour retrouver des documents avec une pression forte, parce que retrouver un document relatif à un litige avec un tiers ou relatif à un appel d'offres qui a été lancé il y a 2 ans, l'enjeu est important, il faut retrouver les documents, ça génère beaucoup de pression et beaucoup de perte de temps. Faites une recherche sur l'explorateur Windows, si vous l'avez oublié, faites-le par exemple, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement fastidieux. C'est long, on rate des documents, il y a très peu de critères, c'est très peu ergonomique. Donc dès lors que vous avez un outil déjà qui simplement se connecte à votre vrac numérique et met à disposition un moteur de recherche à facettes qui facilite la recherche et la consultation des documents qui s'y trouvent, en une demi-seconde, vous retrouvez tous les documents qui vous intéressent. Déjà, on répond à une des problématiques des vracs numériques. Avant même la problématique de l'assainissement, du tri, juste le fait déjà d'être capable de se réapproprier l'accès à ces vracs numériques. Il y a des entreprises qui gèrent des terras, des dizaines et des dizaines de terras de fichiers, et on peut imaginer la difficulté que ça peut être pour un nouveau salarié d'aller rechercher des documents et d'essayer de les retrouver dans ces vracs. Le deuxième point, c'est toutes les problématiques d'assainissement. Assainir un vrac, c'est quelque chose qui est essentiel. Et aujourd'hui, il y a tout un panel de technologies qui permettent d'être extrêmement efficaces. Retrouver les fichiers volumineux, les fichiers vides, les fichiers extrêmement anciens, les fichiers très peu consultés, très peu modifiés, les doublons proches. La notion de doublon proche, elle est intéressante parce qu'elle permet par extension, par exemple, de typer des documents qui se ressemblent
ou d'identifier l'ensemble des versions d'un document pour conserver que la dernière version. Et donc, dans une problématique d'assainissement, de manière extrêmement rapide, on peut très vite identifier des documents qui peuvent être assainis. Et il y a des technologies aujourd'hui extrêmement efficaces pour répondre à cette problématique. Il y a des points autour de la migration ou du reclassement, et tout ce qui est homogénéisation des noms de répertoire, des noms de fichiers, déplacement des fichiers, réorganisation du plan de classement, migration du file system vers, par exemple, un SharePoint ou d'un file system vers un autre. Donc, il y a toute cette problématique de migration autour des VRAC pour les réorganiser et les rendre plus efficaces. Il y a un quatrième cas d'usage qui est plus élaboré, qui est autour de la gestion du cycle de vie. Alors là, qui concerne plus les professionnels de l'information et qui est une problématique autour d'une gestion fine du cycle de vie des documents de vos VRAC numériques en lien avec votre référentiel de conservation, tableau de gestion. Ça dépend un peu de la terminologie que vous pouvez utiliser au sein de votre entreprise. Vous avez un tableau de gestion qui caractérise vos activités, sous-activités jusqu'au type de document. Peu importe la nature de ce référentiel de conservation, vous pouvez ensuite décider de l'informatiser, de l'utiliser avec un outil qui va être capable de l'appliquer sur les documents de votre VRAC numérique. Vous avez un file system, vous n'êtes pas obligé de déplacer les documents. L'outil va être capable de comprendre que ce fichier PDF est un contrat, que ce fichier Word est une facture, etc. D'appliquer des typologies documentaires, de calculer les règles de gestion, comme par exemple la DUA, et de vous proposer des projections de cycle de vie. Quand est-ce que ces documents pourront être détruits en 2025, en 2026, en 2027, etc. Et donc d'avoir une gouvernance globale du cycle de vie de vos documents. Ça nécessite un peu plus de travail et d'analyse que les cas d'usage que j'ai expliqué juste avant, parce qu'il y a un vrai travail documentaire, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est véritablement les technologies qui permettent d'appliquer de manière concrète des principes qui avaient été envisagés à l'époque de la norme ISO 14489. C'est-à-dire que vraiment, on va remonter le courant et on va être capable, dès lors que le record, dès lors que le document est validé, être capable de le caractériser à la source et d'en suivre son cycle de vie pour ensuite déterminer quelles seront les étapes et le traitement qui sera appliqué sur ce document durant tout son cycle de vie. Donc c'est extrêmement intéressant. Et le dernier, qui était beaucoup d'actualité en 2018 avec la mise en application du RGPD, qui reste toujours d'actualité et qui reste extrêmement intéressant, c'est tout ce qui relève de l'identification des informations intéressantes dans les documents. Quand vous avez des VRAC numériques, vous avez des informations portées par le nom du fichier, par l'arborescence, par les propriétés du fichier. C'est intéressant, mais c'est systématiquement insuffisant. C'est-à-dire que les propriétés en général sont très mal renseignées. Les noms des fichiers respectent des nomenclatures la plupart du temps, mais pas tout le temps. Le plan de classement peut être intéressant, mais va apporter un nombre de métadonnées quand même relativement restreint. Et donc, il est intéressant d'analyser le contenu des fichiers et de détecter dans les fichiers les informations à extraire. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine pharmaceutique, le nom de vos médicaments, les différentes variantes marketing. Si vous travaillez dans le secteur industriel, les codes produits. Vous pouvez identifier les noms des fournisseurs, des codes dans le domaine de l'assurance, des codes assurés, etc., etc., etc. On va être capable d'identifier des informations clés remarquables dans le contenu des documents, de les extraire pour en faire de la métadonnée qui va compléter la description de chacun des documents. Et par cet élément-là, on va être capable d'affiner les recherches, d'affiner les tableaux de bord, d'affiner la compréhension de votre VRAC numérique pour ensuite déterminer comment le traiter. Ça, c'est les 5 cas d'usage principaux. Un petit sondage et ensuite on vous montrera concrètement comment tout ça se présente. Oui, un petit sondage parce que tu l'évoquais sur ton premier cas qui est la recherche. Tu disais que cette explosion finalement des sources de recherche et de stockage de données, c'était une vraie problématique. Alors on voulait justement savoir, et je vais ouvrir les votes, quelles sont les sources de données que vous utilisez et dans lesquelles sont contenues vos informations. Alors vous avez plusieurs choix qui sont possibles, hein. C'est un vote à choix multiples, puisqu'on imagine bien que les informations ne sont pas stockées que dans un seul type d'endroit. Je vous donne pareil une petite trentaine de secondes pour qu'on puisse traiter cette hétérogénéité de la source de stockage et on reviendra ensuite à Noureddine pour évoquer justement l'analyse et l'audit de ces sources comme première étape méthodologique. Alors je vois que ça commence à s'animer. Ouais.
Donc pour l'instant, et je vais bientôt clôturer le sondage, on voit que le bon vieux serveur de fichiers que tu évoquais tout à l'heure avec la recherche Windows reste en tête. Forcément, les serveurs Exchange et notamment aussi le serveur SharePoint Office 365 oblige grappille pas mal de place. Et puis finalement, les ERP tels que SAP, ça reste un des produits les plus utilisés. Allez, hop, je vous donne encore 3 secondes et je vais fermer les votes et afficher les résultats. Donc en effet, à cette question, quelles sont les sources de données que vous utilisez? On voit qu'à 35%, le serveur de fichiers, le file system, reste très très utilisé dans vos organisations. Le serveur Exchange également. Alors, on pourra en discuter justement, je pense, de l'information qui est stockée dans Exchange. SharePoint qui est finalement passé devant. Je suis assez surpris. Tu me diras ce que tu en penses, Noéden, sur les 2% d'utilisation d'un système d'archivage électronique de documents ou SAE. Et puis finalement, les ERP restent une source importante. En effet, c'est vrai que cette multiplication des sources de données, on le disait en introduction, elle est une des raisons fondamentales de l'apparition du vrac et du chaos numérique et du chaos de la data. Parce que, notamment aussi avec ce home office qui se développe, aller retrouver cette information au niveau de son stockage, ça peut sembler compliqué si je ne suis pas forcément outillé pour aller faire une recherche multi-environnementale. Donc, on les a évoqués ici pour la plupart, hein, serveurs de fichiers, système de serveur. On n'a pas évoqué le système de capture. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a la question de comment je fais rentrer la donnée dans mes systèmes d'archivage. Ce sera l'objet d'un autre webinaire, puisque voilà, on a déjà proposé des webinaires sur la capture d'informations électroniques. Et bah, du coup, je te repasse la parole justement, puisqu'on va aller parler méthodologie, notamment, on commence par auditer, analyser ces sources de données. Oui, très bien. Attends, Vas-y. Voilà, ouais, parce qu'on avance, on recule en même temps. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je suis représentant d'une société qui s'appelle Everteam, on est éditeur de logiciels et on travaille activement et de manière relativement poussée autour du traitement des vracs numériques en proposant des technologies autour de ces sujets. Donc, évidemment, dans le cadre de ce webinaire, je vais vous exposer la chaîne technique que propose Everteam autour du traitement des vracs numériques. Ça vous permet aussi de comprendre un peu ce qui est possible de faire autour des vracs numériques et vous allez vous rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on imagine. En tout cas, ce que moi je peux en lire aujourd'hui, globalement sur le web. Quand on a un vrac numérique, la première chose à faire, c'est effectivement de s'y connecter. En réalité, soit vous vous y connectez en considérant que c'est un traitement finalement monoposte, c'est-à-dire que vous avez un petit outil sur votre poste et vous vous connectez au vrac de votre serveur réseau de votre entreprise. Si les volumes sont faibles, vous allez auditer en quelque sorte votre vrac d'entreprise, comme prendre une photographie, et puis ensuite, vous allez commencer à opérer des opérations ou des déductions de l'analyse, hein, simplement des résultats que votre outil vous a proposés. Les outils d'Everteam, par exemple, fonctionnent différemment. C'est plutôt des outils d'entreprise qui vont se connecter à des vracs et qui ensuite vont se les approprier, c'est-à-dire que la connexion au vrac va être permanente. Si jamais les fichiers sont déplacés dans le vrac, on va le détecter. Si jamais on consulte un document du vrac, on va pouvoir le consulter via notre outil et le visualiser directement là où il se trouve. On va pouvoir enrichir les métadonnées, etc., etc. Donc le premier point important, c'est qu'on se connecte au vrac. Et ça peut être SAP, ça peut être SharePoint, ça peut être File System, ça peut être la messagerie. Donc le vrac peut être composé de différentes technologies sur lesquelles on va se connecter. Ensuite, l'outil va automatiquement proposer des fonctions d'audit. On va avoir un tableau de bord qui nous donnera un peu un état de notre vrac. On le verra un petit peu après, mais on voit la répartition des formats, le poids des fichiers. On va avoir différentes informations qui vont nous indiquer un peu l'état du vrac. Et dès ce stade-là, déjà, on a un certain nombre de retours qui nous permettent de prendre des décisions sur les parties de nos vracs qu'on va analyser de manière plus poussée. On va pouvoir ensuite réaliser des actions d'assainissement. On va pouvoir identifier les fichiers redondants, volumineux, les fichiers vides, anciens, peu utilisés, etc., comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on a des fonctionnalités qui vont nous aider à assainir. Et on va pouvoir vraiment agir pour pouvoir aller jusque, par exemple, mise en quarantaine de certains fichiers ou suppression de certains fichiers en fonction des droits que l'on aura. On va pouvoir rechercher et agir en réalisant d'autres actions. On va pouvoir vraiment faire de la recherche. Donc, on pourrait proposer à des utilisateurs qui ne seraient pas du tout des
des utilisateurs techniques ou professionnels de l'information, vraiment des utilisateurs qui font juste de la recherche, pourraient avoir un accès à l'outil de traitement des vracs, qui serait pour eux juste un moteur de recherche finalement, qui faciliterait leur vie en leur permettant de retrouver les documents qui les intéressent au sein de ces vracs. Et derrière, pour les utilisateurs habilités, de pouvoir réaliser tout un panel d'actions qui permettent de répondre aux différents cas d'usage que j'ai exposés juste avant. Donc, de l'assainissement jusqu'au typage du document pour gérer son cycle de vie, ou l'identification, la détection des données personnelles qui se trouveraient dans les documents. Il y a tout un ensemble d'actions et de traitements qui sont possibles. On le verra un petit peu après. La possibilité d'avoir des fonctions d'enrichissement. On peut taguer à la main des documents, extraire en automatique de l'information du contenu des documents. On va pouvoir réaliser des actions de classification automatique basées soit sur des règles, soit sur de l'apprentissage. Donc, c'est l'étape 6 et l'étape 7. Basées sur des règles, c'est par exemple, vous identifiez que les documents qui sont dans ce répertoire sont des documents de type contrat. C'est certain. Donc, vous définissez une règle claire qui dit qu'à chaque fois qu'un document est déposé dans ce répertoire, il doit être typé comme étant un contrat. Le système va l'enregistrer, vous n'aurez plus besoin d'intervenir, et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, quand vous le déciderez, parce que la périodicité est configurable, le système analysera ce répertoire et appliquera ce que vous lui avez demandé, en l'occurrence ici, définir que ce document est de type contrat. Des fonctions d'apprentissage qui, elles, sont plus élaborées et qui vont s'appuyer sur les informations que le système connaît déjà. Donc, les mécanismes d'apprentissage automatique ou de machine learning, c'est des mécanismes qui vont s'appuyer sur l'apprentissage qui a déjà été opéré par les collaborateurs, par des règles ou manuellement, et qui va, de manière automatique, l'étendre aux documents inconnus. Donc, si vous avez des documents de type contrat que vous avez identifiés comme étant des contrats, vous l'avez fait à la main, vous avez défini une règle derrière pour dire les documents qui sont dans ce répertoire sont des contrats. Le système va automatiquement typer les documents qui arrivent dans ce répertoire comme étant des contrats. Ensuite, vous allez lui dire « apprends ces documents qui sont dans ce répertoire contrat, apprends-les, comprends comment ils sont construits, comprends la relation qu'il y a entre le contenu textuel et le type contrat, et étends cet apprentissage aux documents en dehors de ce répertoire. » Donc, il va analyser en dehors du répertoire contrat, il va regarder les documents qui se trouvent un peu partout, et dès qu'il va trouver un document qui ressemble en termes de contenu au document qui se trouvait dans ce répertoire contrat, il va se dire c'est aussi probablement un contrat, et il va le typer comme étant un contrat. Okay, j'utilise beaucoup le mot contrat, mais j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, on pourra reprendre ce point sur la phase de questions-réponses. L'idée, c'est que par cette mécanique d'apprentissage automatique, on permet de finaliser finalement les mécaniques d'analyse des contenus en évitant de le faire à la main, en regardant les fichiers un à un, en les analysant à la main et en les lisant pour pouvoir les qualifier, ce qui serait un travail extrêmement fastidieux, difficile dans les petites structures, impossible dans les entreprises qui gèrent de très gros volumes. On va essayer d'illustrer rapidement chacun des points par quelques copies d'écran. Donc là, sur la phase d'analyse et d'audit, je suis dans la phase où je me connecte à des vracs. Donc ici, dans mon cas, je suis connecté à différents vracs, un serveur Exchange, un disque réseau partagé, un SharePoint, encore un disque d'entreprise et un local drive. Donc je peux me connecter comme ça à différents espaces. Le système va tout prendre en compte et va tout analyser. Je vais pouvoir me constituer des tableaux de bord. Et dans ce cas-là, l'outil permet de construire des tableaux de bord qu'on peut complètement adapter à façon. C'est-à-dire que chaque collaborateur va pouvoir lui-même construire un tableau de bord qui permettra de déterminer la vision qu'il aura des documents. On peut avoir un tableau de bord qui contient les formats de fichiers, le poids des fichiers, les dates de dernière modification des fichiers, etc. etc. On peut ensuite, au travers de ce tableau de bord, avoir une vision. Donc là, j'ai les dernières consultations faites sur le document, le poids des fichiers. Je peux naviguer dans mes vracs, les dernières modifications, les formats, etc. Et derrière, toutes ces facettes, ce tableau de bord est cliquable. Vous pouvez tout à fait filtrer, dire je ne m'intéresse qu'aux fichiers qui font moins d'1 méga, dont la dernière modification a été faite en 2018, qui se trouve dans le Drive Corporate, qui est un drive d'entreprise, un disque réseau partagé d'entreprise. Le système va automatiquement isoler le lot en quelques clics. Dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle une Search-Based Application, c'est-à-dire une application orientée recherche. C'est une application dont la mission première débute toujours par de la recherche. Vous
Même une action de gestion commence par une recherche. Alors, une recherche qui ne se fait pas traditionnellement par un mot-clé dans une zone de recherche, ça peut être des sélections dans des facettes, mais quelque part, on construit une requête. Quand je choisis les documents de 2018, je choisis un critère. Je complète en disant que je veux des fichiers de moins d'un méga, je choisis un autre critère. Dans le corporate drive, je choisis un troisième critère. Et je pourrais mettre un quatrième critère en saisissant des mots-clés de recherche dans la zone de recherche. Et par ce biais-là, j'isole les documents qui m'intéressent pour pouvoir ensuite réaliser une action. Je peux ensuite assainir, et parmi les actions d'assainissement, j'ai une fonction extrêmement simple, qui est une fonction de détection des doublons. Vous voyez, le quatrième onglet ici, on a un petit peu mal à le lire, c'est doublons. Vous identifiez un espace qui vous intéresse dans votre vrac, vous dites au système, dans cet espace, cette arborescence, je veux que tu m'analyses les doublons. Il va automatiquement analyser tous les fichiers et vous faire ressortir les documents qui sont doublons. Il est capable de détecter les doublons de 3 manières différentes. Soit c'est les doublons exacts, ça signifie que c'est des fichiers qui ont le même nom, les mêmes propriétés, le même contenu, exactement les mêmes fichiers. Donc là, il y en aura peu, mais vous pouvez trouver des doublons de ce type-là. Il va être capable de détecter des doublons proches, des doublons sur le contenu. Les doublons sur le contenu, c'est des documents qui ont un nom de fichier qui peut être différent, des propriétés qui peuvent être différentes, mais le contenu est parfaitement le même. Donc là, pareil, il peut détecter que c'est des doublons. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle les doublons proches. Dans ce cas-là, le système va essayer de retrouver des documents qui ont un certain pourcentage de similarité. Donc, c'est des documents qui ont une densité de mots-clés remarquables à peu près identiques ou proches. Et donc, même si le document a un contenu légèrement différent, le système va les identifier comme étant des doublons proches. Ça peut être intéressant pour identifier des documents du même type. Ça peut, dans certains cas, être pertinent aussi pour l'ensemble des versions d'un document. Donc ça, c'est des fonctionnalités extrêmement rares qu'on ne retrouve pas dans tous les logiciels et qui permettent de faire une détection fine des doublons. On va pouvoir ensuite retrouver les documents et agir. Donc on a une zone de recherche, on peut rechercher les documents, lancer sa recherche, on peut ensuite réaliser des actions et on peut enregistrer et sauvegarder la requête que l'on a réalisée. Si elle a un sens, si elle est pertinente, on peut l'enregistrer et derrière l'automatiser en réalisant une action. On peut dire à chaque fois qu'un document est déposé dans ce répertoire, je veux que tu m'alertes et que tu m'envoies un email. Donc, on peut administrer ici les requêtes que l'on a enregistrées. J'ai enregistré une requête, par exemple, sur les documents volumineux, une autre sur les documents qui sont inutilisés depuis 5 ans, une autre sur les formats de fichiers inutiles, qui sont peu utilisés dans l'entreprise ou qui sont peu lisibles. Donc, je peux faire ces requêtes-là, je les ai enregistrées, elles sont automatisées, et à chaque fois que quelqu'un va déposer un document qui répondra à une de ces caractéristiques, je vais être notifié d'une alerte parce que c'est l'action que j'ai paramétrée, mais j'aurais pu en paramétrer d'autres. J'aurais pu paramétrer la pose d'un tag, ou j'aurais pu déclencher une action de suppression, ou déclencher un mini workflow de validation ou de traitement de ces documents. On a la possibilité également de faire des exports. Donc, je peux tout à fait faire des exports sous différents formats, XML, CSV, XLSX, JSON. Donc, je peux analyser mon vrac et derrière, je peux décommissionner. Alors, je peux les verser dans un système d'archivage tiers ou dans un système tiers. Je peux aussi les exporter en l'état. L'intérêt, c'est que je peux aussi consulter les documents et je peux aussi les consulter là où ils se trouvent. Je peux aussi opérer des actions assez structurantes, comme par exemple les supprimer. Si j'ai l'autorisation de pouvoir le faire, je pourrais par exemple vraiment assainir mon file system, dans mon exemple, directement, si j'en ai les droits. J'ai la possibilité d'avoir des fonctions d'enrichissement. Donc les fonctions d'enrichissement, c'est des traitements qui sont faits sur les documents et qui vont permettre de rajouter des métadonnées. Donc une des actions possibles, c'est de prendre un autre document et de dire, dès qu'un document fait plus de 5 mégas, je le tag en étant, par exemple, un document volumineux. Si je vois un document qui a plus de 10 ans, je vais considérer que c'est un document ancien, etc., etc. Alors, c'est un exemple, et après, derrière, vous pouvez imaginer n'importe quel type de tag, n'importe quel type de fonctionnement pour répondre à vos problématiques. On a la possibilité également de pouvoir construire un tableau de bord, comme je l'ai indiqué, et de pouvoir y ajouter toute métadonnée qui aura été extraite. Donc tous les tags que je rajoute, toutes les données que le système extrait sont réutilisables après en recherche et au niveau des tableaux de bord. J'ai la possibilité de pouvoir extraire de l'information du contenu du document eux-mêmes, et ça c'est extrêmement puissant parce que je peux avoir un tableau de bord par exemple de détection des données personnelles. Donc je peux savoir immédiatement dans mon file system, dans mon vrac,
la répartition des données personnelles que je ne dois impérativement ne pas conserver, ou celles que l'entreprise doit collecter et qui sont bien identifiées dans son registre de traitement. Et donc, on va être capable d'avoir des tableaux de bord qui vont bien au-delà de simplement la récupération des informations qui se trouvent dans le file système. On va vraiment avoir l'extraction d'informations qui se trouvent dans le contenu des fichiers, qui va alimenter des tableaux de bord. Et on voit ici la répartition des données personnelles, les noms de personnes qui ont été trouvés, les noms d'organisations, les IBAN, les localisations, les SSN, les URL, les numéros de carte de crédit, etc., etc. C'est toute information que le système est capable de détecter et qu'il va extraire pour les proposer dans les tableaux de bord. L'enrichissement va jusqu'à l'audit. On peut faire un audit extrêmement pointu. C'est-à-dire que l'outil permet d'analyser les documents d'un VRAC sans avoir besoin d'ouvrir le document. Donc là, ici, j'ai trouvé un document qui m'intéresse, un bulletin de paie de 2009, d'avril 2009. Je peux l'ouvrir, je peux lire le contenu du texte et l'analyser directement en retrouvant les informations que le système a extraites en automatique. J'ai la possibilité de faire de la classification automatique. Et dans ce cas-là, quand je fais de la classification automatique, je vais demander à l'outil, lui dire, cette requête-là, pour moi, est pertinente. Elle a vraiment un intérêt pour le traitement de mes VRAC. Je ne veux pas demander à mes collaborateurs de le faire tous les jours. J'ai pas envie de faire des opérations de cleaning day tous les mois. Ça demande beaucoup trop de temps à mes collaborateurs et je n'ai pas le temps. Donc, dès qu'on a fait une journée de cleaning day et qu'on a trouvé des règles qui ont un sens, on les enregistre une fois, on les automatise et l'outil va en quelque sorte opérer des cleaning day tout seul. Il va automatiquement réaliser des opérations de nettoyage et d'assainissement ou d'enrichissement, peu importe, il y a différentes actions possibles, sans que les collaborateurs aient à intervenir. Donc là, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on est dans une logique, quand on atteint certains volumes ou quand on continue à utiliser son disque réseau partagé sur le long terme, d'établir en fait des jalons, des règles, des pratiques qui viennent des utilisateurs, qui viennent des professionnels de l'information, mais qui sont automatisés dans l'outil pour éviter les actions manuelles. Voilà. Et enfin, dans les classifications automatiques, on a la possibilité de définir des règles. Ces règles, on peut les demander à l'outil de les appliquer par apprentissage automatique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça signifie que l'outil va déclencher une étape d'apprentissage, il va apprendre ce que le système connaît déjà, et il va essayer ensuite de l'étendre aux documents inconnus pour avoir une analyse des VRAC qui est la plus complète et la plus exhaustive possible. Il est évident que quand vous allez travailler sur vos VRAC, il y a des règles qui vont être évidentes et que vous allez être capable d'annoncer. Il peut y avoir une partie de votre corpus qui ne répondra à aucune règle parce que vraiment trop mal classée. Et c'est là que l'apprentissage automatique va être extrêmement utile. Voilà. Alors, pour quel bénéfice, si on devait conclure sur cette partie traitement des VRAC numériques, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Hein. Le webinaire, c'est vraiment juste une très très courte introduction de toutes les technologies et de tous les savoir-faire disponibles autour du traitement des VRAC numériques. Il y a un premier point, c'est la réduction du temps d'accès à l'information. Ça, c'est un point qui est vraiment important. On l'avait sous-estimé la plupart du temps quand on a présenté nos technologies, qu'on échangeait avec toutes les sociétés qui étaient intéressées par la réappropriation de leur VRAC numérique. Le premier point à forte valeur, c'est de accéder aux documents du VRAC plus vite, plus simplement, plus rapidement. Le deuxième, c'est le pilotage du cycle de vie. Donc, il y a un pilotage du cycle de vie qui est permanent. On étend finalement le référentiel de conservation, on l'étend à des silos documentaires qui auparavant n'avaient jamais été gérés par des tableaux de gestion. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut comprendre que quand on définit un tableau de gestion pour son système d'archivage, c'est quand même problématique de considérer que les documents archivés ont un cycle de vie qui est très clair, et que des documents qui se trouvent dans une GED ou dans un file system, qui peuvent avoir une valeur équivalente, voire dans certains cas supérieure, sont gérés n'importe comment. Une amélioration de la maîtrise des risques. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que on comprend mieux l'information que l'on a, on identifie les documents dangereux ou sensibles, on peut s'aligner par rapport à des réglementations, l'exemple du RGPD est un bon exemple, et donc on peut le faire assez facilement avec ces technologies d'analyse de VRAC numérique. On peut réduire les volumes, donc ça, ça paraît assez évident, il y a plein de fonctionnalités qui permettent de réduire les volumes, détection des doublons, identification des fichiers peu consultés, anciens, volumineux, etc. Il y a plein de mécanismes qui permettent de rapidement avoir un retour sur investissement, ne serait-ce que sur la partie volumétrie, et une meilleure gouvernance de l'information de manière générale, parce que les outils de VRAC, quand ils sont mis en place de manière large, permettent de se connecter à différents silos documentaires, permet de rendre l'information de manière générale plus liquide, c'est-à-dire que l'information n'est plus maintenant gérée indépendamment dans différents silos, on a une supervision globale,
Donc, on a une meilleure compréhension de l'information que l'entreprise possède et on est capable d'appliquer des principes de gouvernance de l'information. On peut avoir une logique plus volontariste autour de une gestion responsable du numérique. Et donc, ça va dans le sens de l'histoire. Voilà pour cette conclusion. Tu es sur la conclusion. J'ai une question dans le chat pour toi, qui est assez concrète. Doit-on mener cet assainissement sur plusieurs sources en même temps ou l'une après l'autre? Et je pense que la question d'après est corollaire. Et du coup, quelle est la durée moyenne d'un projet? Alors, il n'y a pas de règle pour la première question. Après, ce que je peux dire, c'est plutôt les retours d'expérience que j'ai moi constatés. La plupart du temps, il y a toujours une phase, il y a toujours ce que j'appellerais un projet pilote. Il y a toujours quand même, alors, il faut comprendre que quand on met en place un outil de gestion des vracs numériques, on n'est pas dans une logique de remplacement d'un outil existant. On est souvent dans la mise en place d'un outil qui n'existait pas avant. Et quand on met en place un outil qui n'existait pas avant, on a besoin de montrer la valeur du produit avant de complètement l'acquérir. Ça, c'est le cas qu'on constate quand même assez régulièrement. Et donc, il y a toujours un premier périmètre projet. Et donc, en général, on va toujours partir sur une première source. Et quand la première source est validée et que la valeur est bien identifiée, ensuite, on l'étend à l'ensemble des autres sources. Ça valide 2 points. De un, la valeur de la technologie et donc la mise en rapport entre l'investissement et le gain. Et le deuxième, ça permet aussi de vérifier que l'entreprise a la bonne méthodologie pour traiter ses vracs. Parce que parfois, il y a des doutes, des entreprises qui peuvent être accompagnées, on peut nous-mêmes apporter un certain accompagnement. Donc là-dessus, il y a pas mal de questionnements. En général, on part plutôt sur un premier projet pilote et ensuite, on déploie sur l'ensemble des autres sources. Concernant la durée des projets, on est sur des projets qui sont sur des durées beaucoup plus courtes que des projets de mise en place d'un système d'archivage ou d'une GED traditionnelle. Donc, on est sur des projets qui peuvent durer entre 1 mois et 4 mois sur un projet de ce type. D'un point de vue analyse, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du nombre de sources. Ça va dépendre des volumétries. Un outil comme ces outils-là peuvent analyser des millions de documents par heure. Donc, on a une analyse qui est extrêmement performante. Mais si un client, par exemple, a 100 Tera de fichiers, l'indexation peut prendre une dizaine de jours. Donc, ça va dépendre des volumétries. Si vous avez des volumétries très faibles, l'analyse va être extrêmement rapide et vous allez tout de suite pouvoir itérer pour faire vos phases d'assainissement et d'optimisation et la mise en place de l'outil. En 1 semaine, vous aurez déjà des résultats. Si jamais vous avez d'énormes volumétries, le temps d'indexation est déjà relativement long, le temps d'analyse va être relativement long, il y a besoin d'un accompagnement un peu plus fort. On a des contextes avec plusieurs dizaines de Tera, c'est un travail qui est important, mais le gain est d'autant plus important que les volumes sont importants. 30 secondes, puisque je vois que nos 45 minutes sont passées. Bien sûr, nous restons tous les deux disponibles pour vos questions. Je vais traiter celles qui continuent à arriver. Si vous devez nous quitter, puisque le temps est là, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Bien sûr, cette session a été enregistrée. Vous pourrez refaire le replay. Et je vous renvoie aussi vers la chaîne Kyocera disponible sur Webikio, puisque tu parlais de GED. Vous retrouverez des replays sur des webinaires tels que la capture, la mise en place d'un système de gestion de documents un peu plus large. Du coup, j'ai 2 questions. Merci, c'est très clair. Donc ça, c'était pour ta réponse. Cela paraît complexe. Quel accompagnement fournissez-vous ou est-ce que vous préconisez quelqu'un d'interne ou d'externe? Et ensuite, j'ai une autre question pour toi. Pouvez-vous nous parler du modèle économique, du business model? Alors sur la mise en œuvre, c'est pas si complexe que ça. Hein. C'est plus simple que la mise en place d'un système de gestion documentaire classique parce que c'est des outils qui s'appuient sur des technologies big data qui nécessitent beaucoup moins, comment dirais-je, de définition de métadonnées, de structuration des processus. De ce point de vue-là, il y a beaucoup moins de réunions de spécification. C'est des projets beaucoup plus courts. Le principal point, c'est que c'est plutôt itératif. C'est plutôt des projets qui vont bien dans un mode un peu agile. C'est-à-dire qu'on fait une première indexation, on voit le résultat. Ensuite, il y a un échange entre les experts d'Everteam et le client. On ajuste pour aller plus loin dans la valeur qu'on peut apporter. Et c'est plutôt des projets, je trouve, moi, agréables, sur lesquels on a beaucoup d'enthousiasme à aller. Les clients apprécient, parce que justement, quelque chose de très dynamique et de très moderne, finalement, dans la façon d'aborder le type de projet. Ça peut être un projet qui durera 1 mois, ça peut être un projet qui durera un peu plus longtemps en fonction de votre disponibilité, en fonction des volumétries, etc. Donc, il
la complexité technologique, elle est pas portée par le client. Le client, il ne voit rien de tout ça. Hein. Et le déploiement et l'usage des différentes fonctionnalités se fait par étapes. Donc, on n'a pas toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter un peu en mode sprint. Là, on va être dans un mode où on va d'abord faire l'indexation, on va voir ce que l'on a, puis c'est après le client lui-même qui dit on pourrait pas aller plus loin dans l'analyse des documents, on pourrait pas détecter mes fournisseurs. Et là, on va lui dire oui, si on peut le faire, fournissez-nous la liste et on va vous les détecter. On ne vous dira pas qu'on va faire de l'extraction d'entités nommées ou qu'on va utiliser des fonctions d'IA. On va être dans des choses très pragmatiques. Vous cherchez quelque chose, on va vous dire si on sait le faire. Si on sait le faire, on va le mettre en œuvre et ça va se faire aussi facilement que ça. En termes d'accompagnement, on peut faire un accompagnement jusqu'à un certain niveau. Évidemment, s'il faut réfléchir au niveau de votre organisation pour construire, par exemple, le référentiel de conservation, je dirais, il y a plutôt des cabinets d'AMOA qui sont spécialisés là-dessus. On en connaît un certain nombre, on connaît toutes les sociétés de la place. Hein, donc, s'il y a besoin d'avoir un moment des contacts, on peut tout à fait vous aider. Ensuite, sur le modèle économique, alors c'est pas du tout mon sujet, mais je peux quand même un tout petit peu l'aborder. Le modèle économique, il est à plusieurs niveaux. En fait, il y a déjà deux types de solutions. On a ce qu'on appelle la suite Everteam4, qui est une solution packagée, qui a des limitations en nombre d'utilisateurs et en volumétrie. On doit être sur une volumétrie maximum de 10 Tera, mais qui a des coûts très compétitifs. Hein. Donc, il faut se rapprocher de nos équipes commerciales pour avoir le prix exact. Mais je pense que c'est des coûts en souscription qui sont mensuels. Vous pouvez souscrire à l'offre Everteam4 par exemple, pour 3 mois et vous serez à des coûts très faibles. L'autre possibilité, c'est d'avoir l'offre Discover Global. Donc là, c'est une offre sans limite de volume, sans limite de fonctionnalité, sans limite d'utilisateur. Et la tarification se fait au nombre d'utilisateurs, au nombre de sources et aux volumétries. Donc, il y a toujours ces 3 éléments que l'on prend en compte. On va vous demander quels sont vos VRAC, où se trouvent vos VRAC. On va vous demander combien d'utilisateurs seraient susceptibles d'accéder à l'application. On va vous demander quelle volumétrie il y a besoin de traiter. Et sur la base de ces 3 critères, on va déterminer un prix. Et ensuite, vous pouvez nous dire, non, en fait, les volumes vont baisser, le nombre d'utilisateurs va baisser, ou etc. Donc, on joue sur ces critères-là jusqu'à arriver au bon budget. Donc, 2 gammes. Une qui est destinée plutôt pour les petits projets, les projets de taille moyenne. Une autre qui est plutôt pour les projets, les grands projets. Et ensuite, des critères de pondération des coûts qui sont basés sur les connecteurs, les volumétries et le nombre d'utilisateurs. Et s'il y a besoin d'avoir des informations de coûts précises, vous pouvez envoyer un message via Benjamin ou à Everteam ou via moi directement et je redirigerai auprès des bons profils chez nous. Pas forcément que de coûts, puisque je voyais aussi une remarque d'Isabelle qui me dit merci pour ce webinaire, mais peu détaillé techniquement, ce n'est pas forcément l'objectif sur ce type de webinaire de rentrer dans la démonstration vraiment en montrant l'arrière du décor, déjà parce que le temps, 30 minutes, est très limité, et puis surtout parce que vous êtes une cinquantaine aujourd'hui et les besoins de l'un ou de l'autre ne sont pas pareils. Mais au besoin, on peut aller dans l'arrière du décor et démontrer réellement techniquement l'outil. Ce n'est pas forcément le rôle pour nous de Webikeo, mais c'est tout à fait faisable sur un deuxième rendez-vous. En fait, Benjamin, dans les questions, on en a la preuve. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu une question qui nous dit ça a l'air compliqué et une autre question qui nous dit c'est pas assez technique. En fait, s'il y a besoin d'aller de soulever le capot et de montrer la technologie, on est tout à fait disposé à le faire. Webikeo, c'est effectivement une plateforme. On ne peut pas faire d'animation, on ne peut pas faire vraiment de démo outils. C'est pas vraiment adapté pour ça. Mais vous nous contactez si le sujet vous intéresse, vous me contactez directement et on peut vous faire une démonstration sur 1 heure très très détaillée sur l'outil et on soulève le capot sans aucun problème. Autre question, quelles interfaces avez-vous avec des GED ECM généralistes donc j'imagine quelles sont les interactions avec des systèmes un peu plus globales de gestion du document. Et puis j'ai une autre question. Alors, je te laisse répondre peut-être à cette question intégration GED, oui. Et après on évoquera la deuxième. Sur l'intégration GED, on a nous par défaut bien entendu des connecteurs sur nos systèmes de gestion documentaire, parce qu'Everteam est aussi éditeur de systèmes de gestion documentaire, de systèmes de gestion d'archivage, hein, comme vous le savez peut-être probablement. On a déjà réalisé, alors on le fait projet par projet, on a déjà réalisé des interfaçages avec des systèmes de gestion documentaire. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus compliqué parce que la grammaire d'API, la grammaire d'interfaçage est très proche du fonctionnement d'un outil comme le nôtre. Et donc on se connecte à ces sources-là, on les analyse de la même manière qu'un VRAC numérique classique.
Et ensuite, on peut émuler des opérations en passant par l'API. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas à l'outil ECM de destination et on ne modifie pas l'installation de cet outil. C'est-à-dire qu'on fait une analyse en passant vraiment par les API sans installer quoi que ce soit dans l'application source. C'est clair ? Je vais vérifier sur le chat. J'en profite pour poser l'autre question. Le fait de traiter ce vrac numérique, est-ce que cela réduit le temps de sauvegarde et la taille de la sauvegarde? Non. Non, parce qu'il n'y a aucune ingérence au système source. Ça, c'est un principe très important du produit. On ne fait aucune ingérence au système source. C'est-à-dire que si on s'interface à SharePoint, on ne modifie rien dans SharePoint. Si on s'interface au file system, on ne modifie rien au file system. Donc les mécanismes, le fonctionnement existant, les éventuels spécifiques, les procédures de sauvegarde, rien ne change. On ne s'appuie que sur des protocoles standards ou sur des API standards proposés par les systèmes sources. Donc il n'y a aussi rien à déployer. Et ça, c'est un élément extrêmement important et sur lequel on a fait beaucoup d'efforts pour justement faciliter le déploiement de nos outils. Là, tu évoques quelque part la notion d'audit et d'analyse, mais c'est vrai qu'en début aussi de session, tu disais le vrac. L'analyse du vrac va nous permettre de mettre en place des procédures aussi d'élimination, de reclassement. Est-ce que ça peut avoir une conséquence? Le fait d'utiliser l'analyse du vrac pour pouvoir réduire quelque part les données redondantes, par exemple. On disait en introduction, il y a des données qui sont redondantes. Est-ce que ça a un impact sur la taille de la sauvegarde? Alors, il y a une différence entre la taille de la sauvegarde et la modification des procédures de sauvegarde. C'est-à-dire que la procédure de sauvegarde, elle restera la même. Après, bien évidemment, la taille de la sauvegarde. En effet, de réduire aussi la taille de la sauvegarde. En plus oui, mais la taille de la sauvegarde, elle, mécaniquement, elle change. Et ça, c'est, entre guillemets, c'est totalement indépendant de notre produit. Nous, on va assainir le file system. Ensuite, la procédure de sauvegarde, je ne sais pas la fréquence de mise à jour de cette procédure, elle va évidemment se mettre à jour. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si elle se fait tous les mois, peut-être qu'il y a un mois, elle sauvegardait 10 Tera. Le mois suivant, elle va sauvegarder peut-être 7 Tera. Parce qu'on en a. Après, je ne sais pas quelle est la politique justement de persistance des sauvegardes. À un moment, la sauvegarde de 10 Tera, elle sera supprimée. C'est d'ailleurs un point qui est relativement important parce que d'un point de vue sécurité, les sauvegardes, dans certains cas, posent problème. L'application du droit à l'oubli, par exemple, si on applique le droit à l'oubli sur des documents et que derrière, il y en a des copies qui restent stockées dans des sauvegardes, ça pose souci. Par exemple, dans les problématiques d'archivage, on préconise de ne pas faire de sauvegarde. En général, on fait plutôt des multiples copies et on minimise autant que possible les sauvegardes. Non abordé, quid du traitement des déchets numériques une fois nettoyage fait? On les détruit la plupart du temps. On peut les. Alors, il y a une définition qui est connue, ils appellent ça des ROT dans le monde anglo-saxon. C'est tous les fichiers qui sont obsolètes, triviaux, c'est-à-dire qui n'ont pas une utilité forte ou redondants. Le traitement qui en est réalisé, il est à la charge de l'entreprise. C'est à l'entreprise de nous dire qu'est-ce que vous voulez en faire. On peut les mettre en quarantaine, on peut les mettre dans un autre système, on peut les supprimer. Nous, les actions sont toutes disponibles. Ensuite, c'est entre guillemets l'entreprise, ses procédures et sa capacité de prendre des initiatives par rapport à cette thématique. Parce qu'il faut comprendre que détruire des documents, il y a beaucoup d'entreprises qui sont face au constat de faire ce choix-là, de processer ce traitement, de l'établir dans les faits, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'annoncent, mais qui en réalité ne le font pas. Aujourd'hui, avec nos technologies, on pourrait tout à fait le faire en apportant un maximum de confiance. Après, il faut qu'au sein de l'entreprise, il y ait vraiment une validation pour dire oui, il y a des documents qui répondent à ces règles, on peut les détruire. Il y a eu une étude, je terminerai juste là-dessus, il y a une étude qui a été faite par le TDOC, qui est une association nord-américaine, qui avait identifié c'était une étude un peu ancienne de 2010, qui avait identifié que 77% des entreprises possèdent un référentiel de conservation, qui permet de déterminer donc les durées de conservation des documents et donc à l'issue de détruire les documents. 77% ont un référentiel de conservation, mais ne l'appliquent pas. Donc ça veut dire que finalement, elles identifient les documents avec des durées de conservation, des documents qui à la fin peuvent être détruits, mais à la fin, elles ne détruisent quand même pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas confiance en fait, à leur référentiel. Et donc la base, c'est déjà d'avoir un référentiel de conservation dont on est certain qu'on peut l'appliquer. Ça veut dire que derrière, il y a une vraie organisation d'entreprise pour dire, à la fin, quand le service informatique se retrouve avec ce référentiel et finalement des documents qu'on lui demande de détruire, il peut vraiment le faire parce que
Il y a eu vraiment une chaîne de validation derrière où il ne se dit pas à la fin, on demande de détruire ces documents, mais si je le fais, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Et il y en a beaucoup qui se disent, mais finalement, j'en fais peut-être une, je vais les garder. Donc, ce n'est pas technologique, hein, c'est vraiment plus organisationnel. Organisationnel, ouais. Comme beaucoup de projets de gestion du document, finalement. Hein. Mm. L'heure est passée. Les sources de questions se sont également taries. On va donc conclure ici. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Nondine. Merci à vous d'avoir participé. Puis, encore une fois, je vous renvoie vers le replay au besoin. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain webinar Kyocera ou Everteam, ou de nouveau Kyocera Everteam. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.